Michel Boulan est notre invité aujourd'hui. Il est avocat sur Aix-en-Provence depuis plus de 30 ans, engagé politiquement sur son territoire. Il est notamment maire de Châteauneuf-le-Rouge et vice-président du conseil de territoire du Pays d'Aix. Aujourd'hui, il est candidat aux élections législatives sur la 14e circonscription pour le parti Les Républicains. Michel Boulan, bonjour. Bonjour. Sophie Joissaint et vous-même avez évoqué lors de l'ouverture de votre QG de campagne une campagne présidentielle qui n'avait pas été menée comme il le fallait, qui n'avait pas été menée sereinement. Sophie Joissaint a même employé le terme de troisième tour, qui est un terme qui a été employé par Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce que vous appréhendez cette campagne des législatives ? Très différemment des autres années où des législatives ont eu lieu. D'abord parce que cette législative est éloignée de la présidentielle de 3 semaines environ de plus qu'à l'accoutumée. Par le choix du président de la République, vous savez que le choix a été d'avancer les élections présidentielles au mois d'avril et que par conséquent, ça nous laisse 3 semaines de plus. Ça nous a laissé 3 semaines de plus pour faire campagne sur le terrain. Et ça, c'est un élément important, me semble-t-il, dans la mesure où moi, je prône la proximité, ce que je suis en fait sur le terrain depuis près de 30 ans. Et donc cette proximité-là, c'est vrai que dans une campagne qui dure un peu plus, m'a permis déjà de prendre une certaine avance et d'avoir une longueur d'avance sur le terrain. Et donc ça, c'est quelque chose finalement que j'ai accepté bien volontiers. De toute façon, ça s'impose à nous, à tous les candidats, mais c'est vrai que cette campagne est un peu singulière aussi parce que c'est vrai, vous avez raison de signaler, la présidentielle a été un peu tronquée. Les votes se sont exprimés, le président est reconnu dans ses fonctions. Maintenant, voilà, c'est un autre match qui débute et je crois que véritablement, on aura eu la capacité de nous exprimer, de faire valoir nos différences et notre positionnement. Vous êtes candidat pour le parti Les Républicains. Le logo du parti n'apparaît pas vraiment sur votre affiche de campagne. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que c'est un choix délibéré ? Et dans ce cas, pourquoi ? En fait, je suis candidat pour plusieurs partis. C'est la raison pour laquelle je ne les ai pas tous mis. Je fais partie d'un ensemble de partis, de mouvements. Comme je le rappelais tantôt lors de ma conférence de presse, il y a quelques jours, moi je n'ai jamais changé de famille politique. Vous savez que la mode depuis quelques mois, c'est plutôt, je dirais, des migrations en tout genre, plutôt des mouvements de la droite classique vers les partis de regroupement du président. Et par conséquent, moi j'ai jamais changé de parti, j'ai jamais varié, j'ai jamais répondu aux sirènes de tous bords. Et donc par conséquent, je suis, sans que ce soit un hasard, le candidat du Parti républicain, le candidat de l'UDI, le candidat des centristes. Et puis, ça aurait été un peu je dirais, ça aurait été un peu réducteur plutôt que de se cantonner à un seul parti, tant je rassemble déjà autour de moi beaucoup de sensibilités différentes. J'en veux pour preuve ma colistière, Corinne Versini, qui vient plutôt du centre-gauche et qui a été, vous le savez, un des premiers soutiens historiques à Emmanuel Macron. Vous avez commencé à évoquer La République En Marche, ou plutôt Renaissance désormais. On va y revenir. Tout d'abord, une question sur votre circonscription, la 14e. Oui. Stéphane Paoli, il y a 5 ans, qui Oui. était candidat, les Oui. Républicains, avait Oui. perdu au second tour avec Oui. 40% des voix. Oui. Comment vous comptez faire cette année pour regrouper plus largement et donc l'emporter ? C'est une bonne question. C'est une question d'abord qui mérite des développements parce que le positionnement aujourd'hui du candidat que je suis, il ne ressemble pas à celui qui a été Stéphane Paoli, qui est un ami et qui a connu une expérience à nulle autre pareille. La vague de 2017 a emporté tous les candidats qui étaient des candidats classiques sur le terrain, quel que soit leur mouvement politique et qui les soutenait à l'époque. Donc aujourd'hui, cette fracturation des partis a joué à plein et on se retrouve finalement 5 ans plus tard avec une configuration un peu différente. Vous avez évoqué rapidement la teneur, enfin en tout cas le mandat, qui a été aussi un mandat tronqué. C'est la faute à personne quand on a un Covid qui dure près de 2 ans. Mais ça impacte forcément sur la nature, le contenu du mandat qui s'est exécuté juste avant ces élections présidentielles et législatives. Par conséquent, aujourd'hui, je dirais le positionnement est très différent. Les partis ne sont plus ce qu'ils étaient. Le regroupement de tout genre, on les voit fleurir à droite à gauche ou au centre. D'abord, le regroupement du président de la République, c'est ensemble.
Hein, c'est pas le nom que vous avez cité. Oui, si vous regardez, c'est le nouveau parti, le nouveau nom du parti de la République en marche. Ensemble, c'est le regroupement. Oui, mais le regroupement sur le plan électoral, quand vous regardez la nomenclature en préfecture, c'est ensemble. Effectivement, c'est plus facile d'appeler. Moi, je n'ai pas ce ensemble-là, et l'ensemble que fait le président sur sa nomenclature, moi, je le fais sur le terrain. C'est la raison pour laquelle, sur mon positionnement, j'ai aussi, vous le savez, un comité de soutien très fort, qui fait partie de mon équipe en réalité. C'est comme ça que je conçois ma campagne et que je l'ai conçue, avec un soutien très fort et bipartite en quelque sorte, puisque j'ai comme coprésidente de ce comité de soutien Corinne Legras, qui est issue de la droite libérale, qui est une chef d'entreprise aussi, et puis aussi Dominique Sassoon, qui est un chirurgien émérite, vous le savez, et qui avait plutôt un positionnement Europe Écologie, hein, plutôt de sensibilité humaniste de gauche. Donc, vous voyez que c'est ça mon positionnement aujourd'hui, c'est un positionnement de rassemblement au-delà des partis. Je crois que ça intéresse plus les Français, et moi ça m'intéresse guère aussi. Alors, l'investiture, vous l'avez, et puis après, si vous regardez ce qui se passe dans les partis, notamment celui dont je suis issu à l'origine, un mouvement plutôt de centre-droit, hein, parce que c'est ce que je suis depuis le début, je suis européaniste et je suis décentralisateur. C'est ça qui constitue le nerf, le cœur de mon sujet, et c'est mon positionnement, c'est celui que j'affiche lorsque je rencontre les électeurs de cette circo. Vous commencez à évoquer les mesures que vous portez, les mesures phares de votre programme. Il y a une question qui est quand même importante pour nous, et notamment pour le grand public qui ne connaît pas forcément bien les partis politiques, qui ne savent pas forcément les situer, parce que vous évoquez beaucoup de vos soutiens proches, vous parlez d'un rassemblement. Mais alors comment concrètement est-ce qu'on différencie votre rassemblement à vous, avec des élus de terrain, et un rassemblement comme celui de La République En Marche, désormais Renaissance, et la bannière Ensemble plus généralement? Mais je ne pars pas de la même ligne de départ. Vous voyez, je pars on va dire, près de 30 ans en arrière. Mon positionnement, il est connu. Tout le monde sait d'où je viens, qui je suis. Je n'ai pas affiché d'un coup, je ne mets pas ma tête sur une affiche en disant j'appartiens à tel parti, votez pour le parti. Moi, je ne réponds pas, par exemple, je n'ai pas de fiche lyophilisée, prête à l'emploi, de candidat, je dirais, de chef de parti, que ce soit M. Macron, que ce soit en fait M. Macron, le président de la République, que ce soit M. Mélenchon ou Mme Le Pen. Moi, ça ne tombe pas tout cuit. Je n'ai pas des fiches où on change juste le nom et on remplisse par celui du candidat. Non, moi, je suis le candidat qui propose une campagne de terrain et avec son expérience du territoire. C'est ça qui fait la différence. Et donc, cette différence-là, je n'ai pas à me positionner par rapport à un parti. Ce que je propose, c'est souvent transpartisan. Quand je veux supprimer, par exemple, Parcoursup, c'est ni de droite ni de gauche. Je sais que ça a fait du mal à notre jeunesse, que ça tend les relations des enfants dans cette période de post-adolescence, 15-16 ans, on leur demande déjà de choisir un métier, où à la fin de la course, ils vont se retrouver avec une réponse d'une intelligence artificielle qui les aura orientés vers un emploi, vers je dirais, une formation qui n'était pas celle qu'ils souhaitaient au départ. Parce que vous savez que les choix multiples qu'ils font ne correspondent à rien. Et donc ça, c'est une réforme à laquelle je m'attacherai dès le départ de mon mandat, si les électeurs me font confiance. Je ne serai pas seul à le faire. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que vous me posiez la question tout à l'heure, quel est votre programme? On n'a pas un programme préétabli, on a des priorités. Bon, la priorité, c'est l'éducation, c'est la santé, très important. On souffre aujourd'hui encore plus cet été, et on va encore plus souffrir de cette déliquescence de l'hôpital public. C'est pas un thème nouveau, hein, c'est un thème que les Français connaissent depuis longtemps, c'est un thème que le président de la République a appréhendé dès le départ de son mandat. Il a su les difficultés qui étaient celles des soignants, des médecins, des hôpitaux publics, et aujourd'hui, Covid ou pas Covid, quand on ressort de cette crise, on ressort plus, je dirais, plus abîmé, et les soignants plus abîmés, l'hôpital public plus abîmé, les soins à la française, qui était le modèle européen, sinon mondial, plus abîmé qu'il ne l'était avant cette crise du Covid. Donc, deuxième priorité. Troisième priorité, qui va de pair, puisqu'on rejoint, quand on parle de santé, de public, on parle aussi d'alimentation. Moi, j'ai des programmes, et j'ai notamment des expériences, c'est ça que j'essaye de communiquer, sur l'expérience d'un maire. C'est quoi? C'est celui qui a déjà pratiquer chez lui des politiques, même à l'échelle de sa commune ou de son territoire. Je suis élu vice-président, vous le savez, depuis près de 20 ans du territoire du Pays d'Aix. Et donc, il a déjà mis en pratique des politiques publiques à l'échelle de son territoire, mais qui sont tout à fait transposables au niveau national. Le président de la République a encore promis de lancer une grande loi dans l'arsenal complet de la lutte contre le changement climatique, une loi de souveraineté alimentaire.
Vous savez ce matin encore qu'au niveau européen, c'est quelque chose qui est en train de changer au niveau des politiques agricoles, mais au niveau local, au niveau national, au niveau régional et départemental, on peut le faire. Et moi, je peux témoigner, puisque je l'ai déjà fait dans ma commune depuis 5 ans, la souveraineté alimentaire, c'est possible. Et donc, ça fait partie, je dirais, avec la réindustrialisation, des grands objectifs que je poursuivrai si je suis élu député dans quelques semaines. Venons-en à notre dernière rubrique. Vous, député de la République, si vous étiez élu, alors on va parler du mandat de député, qui est un mandat qui est un petit peu ambigu. C'est un mandat national, Oui. mais on élit par circonscription. Alors Oui. vous louez votre ancrage local, justement, c'est ce que vous appuyez dans votre campagne. Comment est-ce que vous concevez du coup ce rôle de député entre cet ancrage local et le fait que vous allez voter des lois à portée nationale? Oui, la seule réserve que je mets chaque fois que je développe ce thème-là, c'est la limite de mon propos, de mon action, c'est l'intérêt national, bien sûr. Mais je ne serai pas un messager de Paris dans le territoire. C'est l'inverse. Et les choses sont très très différentes lorsqu'on prend sa source, ses idées, le pouls de la population qui vous a porté à ce mandat, pour ensuite faire remonter à Paris. C'est ça la genèse, la révolution de ce qu'étaient les députés. Sinon, comme je le disais tantôt lors de l'inauguration de ma permanence, on aurait aujourd'hui des scrutins de liste. Et puis, on n'aurait pas besoin d'avoir des découpages de circonscriptions, 18 communes dans la ville d'Aix pour ce qui me concerne dans la 14e. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est pas un vain mot de dire que on prend sa source, on puise dans le territoire, on défend des intérêts territoriaux lorsqu'on vote aussi une loi. Et il y a des lois qui impactent aussi des intérêts territoriaux. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé il y a encore quelques mois, lorsque une personne qui est en charge justement de cette mission, qui est députée, aujourd'hui c'est cette 14e circonscription, va finalement voter un texte que son parti lui a dit de voter et qui ne répond pas aux intérêts locaux. Donc ça vaut pour la loi 3DS, c'est-à-dire la loi qui concerne le nouveau fonctionnement de la métropole marseillaise, exo-marseillaise, mais beaucoup plus marseillaise qu'aixoise. Et puis ça concerne aussi des sujets environnementaux comme le maintien ou la prolongation du glyphosate. Moi, si j'avais été élu député, je n'aurais pas, quel que soit mon parti, quelle que soit l'appartenance à un groupe, si c'est le cas, si ça doit être le cas demain, je ne suis pas par appartenance, je suis mes convictions. Et donc je n'aurais jamais voté, par exemple, l'allongement d'une période de 3 années de l'utilisation du glyphosate sur le territoire français. Tout ça pour faire plaisir à qui? À des agriculteurs, des betteraviers, pardon, c'est difficile à dire, mais c'est tellement difficile à comprendre, des betteraviers de Normandie. Donc, vous voyez, cet ancrage territorial, à un moment donné, il doit servir de boussole. C'est cette boussole-là qui me guidera. Vous avez évoqué très justement la question du glyphosate à l'instant. Oui. Vous l'aviez déjà évoqué lors de l'ouverture de votre budget de campagne. Donc effectivement, ce qu'on comprend bien, c'est que vous comptez être un député libre en fait à l'Assemblée nationale, même si vous êtes investi par les Républicains. Vous comptez effectivement voter les lois selon plutôt les remontées du terrain. Je veux être un député de projet, moi. Vous voyez, je ne suis pas un député de parti, je ne suis pas un apparatchik, j'ai une investiture, bon, très bien. Mais j'ai jamais été un apparatchik, j'ai jamais vécu au travers des partis auxquels j'appartenais. Si j'ai jamais varié, je me suis jamais servi de ça. Ma vie, je la tiens du local, de ce qui a été mes missions, mes mandats de maire. J'en ai déjà fait 5, c'est mon 6e. Et donc c'est de là que je source mes convictions, ma pratique aussi, pour le mettre au profit d'une dimension plus grande, celle du national. Une dernière question, on sait que la question de la participation politique est très importante aujourd'hui, on a une abstention qui est de plus en plus forte. Comment est-ce que vous, en tant que député, justement, vous ferez ce travail pour essayer de relier la population, les représenter avec les représentants? Je le fais déjà dans le cadre de la campagne. Si vous ne faites que le messager de Paris, moi je vois les fiches qui descendent de Paris pour le candidat, ancien candidat, enfin on va dire candidat en marche, la candidate. Bon, annoncer aujourd'hui ce que tout le monde sait, qu'on est déjà au plein emploi et qu'on va continuer à travailler sur ce sujet, c'est passer à côté de l'essentiel. Déjà, on ne voit pas qu'on est sur la question du plein embauche. C'est ça que nous disent les entreprises aujourd'hui de tout genre. Deuxièmement, donc, quand on parle de ce que peut être ce mandat qui part du terrain, de la territorialité, de nos communes, de nos vies, en fait, tout simplement pour aller à Paris, comprenez qu'on intéresse un peu plus les Français qui en s'adressent et qu'on les mobilise beaucoup plus pour voter aux législatives que si on vient, je dirais, lire une liste de Schindler de mesures qui ont été adoptées, pas adoptées. Les gens, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais qu'on est abreuvé d'informations. Aujourd'hui, la priorité, c'est le pouvoir d'achat, c'est la santé des plus âgés,
des enfants, des parents aussi, parce que s'il y a des problèmes d'urgence cet été, vous verrez bien ce que ça donnera, quel que soit notre âge. Et par conséquent, l'éducation, je le disais, la sécurité alimentaire, l'indépendance aussi énergétique, tout ça, ce sont des sujets qui trouvent à s'appliquer sur le territoire. Et donc, si on ne les applique pas sur le territoire, et si on parle des autres, c'est-à-dire du national, vous avez des électeurs qui se détournent de vous, pas par méchanceté, par des intérêts, parce qu'on ne leur parle pas de leur sujet. Leur sujet, c'est celui que je vis, moi, depuis 30 ans avec eux, et c'est ce partage-là que j'ai envie de relayer à Paris. Michel Boulan, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je remercie nos spectateurs d'avoir suivi cette interview, et je vous donne rendez-vous très vite pour suivre les prochaines interviews des candidats des 11e et 14e circonscriptions des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup, au revoir.